CKRL 89.1, les matins éphémères avec Jason Duval. Bon vendredi matin. Aujourd'hui, on a une émission hyper chargée qui me rend très très heureux parce que Francine Chatigny viendra nous parler de l'édition de novembre du magazine La Quête, mais aussi le Georges Goma sera avec nous vers 13h30 pour nous parler des enjeux de la politique africaine. Elisabeth Laure également viendra nous présenter 2 livres et Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur nous parlera de comment bien magasiner ses voyages. Les matins éphémères avec Jason Duval à CKRL 89.1 et c'est l'heure, 7h30 le mardi, c'est l'heure de la chronique Afrique noire avec Georges Goma que j'avais très hâte de rencontrer parce que Caroline m'a vendu ta demi-heure de façon exceptionnelle. Je me suis dit, mais c'est génial ça. À quoi m'attendre? À quoi t'attendre? Ben à Georges qui est là, voilà. Mais Caro, l'aventure c'est depuis 2014 qu'on l'a fait, hein? Donc ça fait ça fait 11 ans qu'on fait cette chronique d'Afrique noire. Eh oui. L'idée au fond, Jason, c'était en fait d'apporter un peu la connaissance un peu plus achevée, hein, un peu plus systématiser l'Afrique plutôt que de la penser comme avec des stéréotypes. Cette Afrique qui est impossible, l'Afrique de toute la démesure et qui veut pas se développer. Et puis bon, on essaie de dénoyauter un peu des choses ici. Oui, et d'ouvrir un peu les connaissances sur la politique africaine qu'on connaît pas nécessairement, là, parce que dans l'actualité internationale, c'est pas la politique de laquelle on va le plus parler, voilà. Alors qu'elle est hyper complexe. Ben oui, elle est hyper complexe, c'est la place de l'Afrique dans le monde, hein, de toutes les façons. Elle est forte, et elle est faible en même temps. Elle est faible parce que on la néglige, et puis elle est forte parce que, évidemment, quand on voit un peu l'Afrique, fondamentalement, dans la compréhension du monde, elle occupe une place de choix, depuis la traite négrière, depuis la période coloniale et la période post-coloniale. Et soit dit en passant, l'Afrique, c'est quand même parmi les continents les plus riches potentiellement dans le monde. Ouais. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler de la démocrature en Afrique noire, élection truquée, dictature durable, la démocratie confisquée. Ben oui, c'est ça, exactement, Jason. Bon, l'Afrique, il faut dire que l'Afrique indépendante, c'est les années 60, où finalement après la colonisation, on a vécu la colonisation au Québec également, donc on connaît ces choses-là. Et puis à partir des années 60, on se disait que, ben écoute, les indépendants sont là, maintenant les Africains vont disposer d'eux-mêmes, de leur politique, de leur économie et tout le tralala. Voyez? Mais on se rend compte que finalement, là, c'était pas des indépendances vraies, c'était des indépendances factices qui étaient comme ça là, parce que, il y a un courant dans le monde qui faisait qu'il y a les décolonisations. En Inde, il y avait Gandhi, ça circulait partout. En Algérie, il y avait la guerre d'Algérie, et puis ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, donnons-leur l'indépendance. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que non, mais quand les Occidentaux sont partis, ils ont laissé en place des dictateurs avec qui ils ont signé des contrats, qu'il fallait continuer ces rapports-là. Donc, en fait, comme l'a dit France Fanon, peau noire, masque blanc, c'est que, écoute, les blancs sont partis, on a eu affaire à d'autres blancs. Les autres blancs qu'on a eu affaire, avaient une caractéristique particulière, c'est d'avoir la peau noire. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et ce sont ces dictateurs qui ont dirigé le pays. Et puis, il s'est arrivé en 1989, Jason, la chute du mur de Berlin, la fin du monde bipolaire. Ouais. En 1989, Gorbatchev et puis Reagan à l'époque, ils ont casser le mur de Berlin pour réduire un peu le monde bipolaire. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a poussé les pays africains vers un peu plus de démocratie. Donc, la chute du mur de Berlin a eu des répercussions vers les politiques africaines. C'est l'une des causes, des causes directes de la démocratisation en Afrique, c'est la chute du mur de Berlin et le discours de la Baule prononcé par François Mitterrand, qui, à l'époque, évidemment, des années 82, était, n'est-ce pas, le président de la France. Oui, puis qui a emmené un peu un souffle nouveau, là, on se souvient, là. Il avait la culture derrière lui, là. Il y avait les vedettes sur la ligne de front, là, de François Mitterrand. Absolument, Mitterrand. Mais le problème, c'est que Mitterrand, quand il a lancé un peu la conférence de la Baule en disant au chef d'État que désormais l'aide au développement est assujettie à plus de démocratie. Ceux qui ne vont pas vers la démocratie, n'auront pas l'aide au développement. Et là, je pense que c'était même injurieux de dire que voilà l'aide au développement qui devient comme quelque chose fondamental pour les pays africains de vivre. Comment, Jason, peut-on vivre? Un pays peut vivre sur la base de l'aide.
Ouais. Ça, je ne peux pas le comprendre. Et François Mitterrand a vite compris que non, mais si on laisse quand même aussi les pays africains aller vers la liberté d'entreprendre, de parler avec tout qui en veut, avoir les partenaires partout dans le monde, la France risque de perdre quand même son influence là-dedans. Donc il a reculé un peu. Il a reculé pour dire, ah mais attention. Et puis bon, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous autres qui avons soif de la démocratie, oui, on s'est vite rendu compte que, à ce changement qui venait de s'opérer, s'est érigé devant nous une résistance au changement. Une résistance au changement qui retenait peut-être les pays africains vers un peu plus on continue un peu la dictature au fond. Exactement. Mais comme c'était lancé, on a commencé à parler de démocrature. Tu comprends très bien que là-dedans, il y a deux mots. Il y a démocratie et dictature. Démocrature. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, d'accord, on a instauré un principe d'élection entre guillemets libre, mais qui n'était pas libre, Jason. C'est ça le problème. C'est ça cette notion donc c'est une démocratie, en fait, un mirage démocratique en Afrique, au fond, et puis comment on va, quand on essaie de lever un peu le voile sur ce paradoxe qui est quand même insoutenable, on voit que finalement en Afrique, Jason, on va voter. Mais on ne choisit pas. Mais on ne choisit pas. Voilà, tout à fait. On va voter, mais on ne choisit pas. Donc, c'est ce qui veut dire que quand on est à Yaoundé, en ce moment, ça bouge. À Yaoundé, au Cameroun, hier, ça a bougé aussi en Côte d'Ivoire. Et bientôt, c'est au Congo-Brazzaville, puisque ça s'enchaîne, là. On organise des élections. On organise des élections et qui sont finalement gagnées d'avance. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir jouent à ce qu'on va en parler un peu plus loin, le qui perd gagne. C'est-à-dire que c'est ça. On veut changer, mais les mêmes figures qui sont toujours là au pouvoir, même si de façon flagrante on trouve que non, mais c'est pas le candidat du pouvoir qui a gagné. Mais on est suspendu à la décision d'une personne. La personne, c'est en fait le président du Conseil constitutionnel. Parce que c'est lui qui proclame l'élection présidentielle qui a gagné. Et quand on regarde à la loupe, le président du Conseil constitutionnel est mis là par le régime en place, le président en place. Alors, comment peut-il être impartial dans ces conditions, comme on va le voir en ce moment même dans la situation du Cameroun? Ouais. Et donc, là, justement, tu m'as dit, il y a 3 cas d'école pour la démocrature, avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Oui, absolument. Il y a 3 cas d'école. Les 3 cas d'école, c'est évidemment, en ce moment même, le Cameroun de Paul Biya. Le Cameroun qui est dirigé par un président qui est au pouvoir depuis près de 43 ans. Donc, si je te dis qu'il est au pouvoir depuis 82, qui était Premier ministre au Québec à l'époque? Regardons un peu. Mais si je regarde bien, je vois René Lévesque. Mm-hmm. C'est René Lévesque qui était Premier ministre ici. Et en temps, l'on a bien coulé sur les ponts ici. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui sont passés. Aux États-Unis, qui était président aux États-Unis à l'époque? Mais c'était Jimmy Carter qui était président aux États-Unis, voyez. Ouais. En France, qui était président? C'est Giscard d'Estaing qui était président. Et depuis là, il y a eu la circularité des élites politiques dans ces pays-là. Et au Cameroun, c'est Paul Biya qui trône et qui est d'ailleurs, c'est un pouvoir gérontocratique aussi au Cameroun. C'est ça la particularité de ce pays, c'est d'avoir un pouvoir gérontocratique parce que les grandes figures, les grandes personnalités au sommet de cet État ont au moins 80 ans. Vous voyez, le président Biya en a 93 et là, il va prendre un nouveau mandat là, on va en parler parce que en ce moment-là, il y a des émeutes au Cameroun parce que, évidemment, l'élection a eu lieu. On a attendu plus d'une semaine pour proclamer les résultats. Donc, on suppose que la semaine que l'on prend, c'est bien pour regarder comment on va frauder. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones portables, la révolution du numérique, les gens vont voter et attendre pour qu'on voit les résultats. Et les procès-verbaux qu'on a vu filmer en temps réel, se partager sur les médias sociaux, montrent très bien que c'est le challenger de M. Biya qui était le vainqueur, M. Chiroma. Vous voyez? Bakary.
Donc, Et donc, voilà. Au final, c'est une bonne chose de voter avec un téléphone, mais pas tant, parce qu'au final, on se retrouve avec le même résultat. Mais voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit qu'au départ, finalement, la personne du président du Conseil constitutionnel, tout repose sur lui, parce que c'est lui qui a la responsabilité officielle de proclamer les résultats. Et lui, il est pas objectif au final. Ah ben, parce mais que non. son mandat, c'est d'élire la même personne. La même personne, puisque dans le même camp. C'est ça qui s'est passé exactement au Cameroun, là. Bon, ça, c'est la situation au Cameroun, donc avec un président de 92 ans qui a pris, là, il y a les émeutes, ça bouge encore, on ne sait pas ce que demain sera fait, mais pour l'instant, écoute, il est président pour 7 ans encore, c'est-à-dire à la fin de ces 7 ans, il aura 100 ans. Voilà. Et est-ce que, mettons, là, dans ce genre de démocrature-là, les idéologies évoluent ou c'est la même chose qu'il y a 42 ans? Mais je ne sais même pas s'il a des idéologies, finalement, avec toute cette pagaille-là. Puisque, écoutez, déjà, il faut dire quand même que dans la situation du Cameroun, s'il faut parler en termes d'idéologie, il y a un candidat déjà qui a été éliminé d'office, qui était le candidat par excellence, qui depuis les élections passées a toujours été le souffle-douleur du pays et qui a une popularité incroyable, qui fait bouger les gens, même à l'étranger, à Paris souvent, quand tu viens à la place de la République, c'est noir du monde quand il fait une réunion à ce niveau-là. Et au pays, on voit très bien que tout le monde était entraîné par lui, c'est Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce que le régime a fait? Le régime a tout fait pour le disqualifier. Donc, il n'était pas sur la course aux élections présidentielles. Et le président en place était très content de voir que finalement, j'ai tout fait pour l'éliminer. Il n'est pas sur la course et comme c'est un légaliste, il n'a pas cherché à faire des histoires pour, tout au moins, quand on décide, il ne peut pas être candidat. Ouais. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le régime en place ne s'attendait pas à quelque chose qui allait apparaître, c'est qu'il y a la personne, Bakary Issa Chiroma Bakary, là, c'était aussi un membre de ce régime-là. C'est-à-dire qu'il est apparu, il pensait pas, il n'avait pas vu venir la chose. Et quand il s'est dégagé, Maurice Kamto lui a apporté, n'est-ce pas, son soutien, et du coup, toutes les personnes qui voulaient voter pour Kamto, qui étaient déçus quand on les déclassait, se sont reportés sur lui. Et il a fait il a fait des suffrages extraordinaires. Et c'est ça qui a étonné quand même le régime en place, qui était déboussolé, d'où le temps qu'on a pris pour annoncer, n'est-ce pas, les résultats. Ici, là, quand on fait les élections, on vient de passer les élections municipales, et tout de suite après, on donne les résultats. Instantané. Donc voilà la situation au Cameroun. Ouais. Mais maintenant, on avait parlé de les trois cas de figure là. Ouais. La Côte d'Ivoire et la République du Congo. Voilà, la Côte d'Ivoire aussi, il n'y a pas très très longtemps. Alors là aussi, c'est une situation quand même assez drôle quand même aussi, parce que le président c'est Monsieur Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Et depuis les années 2000, quand même, en Côte d'Ivoire, il persiste une crise politique pas possible, notamment avec Laurent Gbagbo, qui était aussi le président qui est arrivé au pouvoir dans les années 2000 et qui a eu vraiment du maille à partir avec aussi les relations internationales, notamment la France, qui est bien installée en Côte d'Ivoire et qui pensait que Gbagbo c'était pas le meilleur candidat pour la France. Et donc le pays est resté dans une situation de crise jusque dans les années 2010 à peu près. Et puis il y a eu une guerre quand même qui a fait que Gbagbo soit jeté en dehors du pouvoir et que la France de Sarkozy à l'époque puisse installer Dramane Ouattara, qui est jusqu'aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire et qui, la Constitution disait que non, c'est 2 mandats seulement, pas plus. Mais Ouattara a pris un 3e mandat, alors qu'il était indu. Et là, il vient de prendre un 4e mandat. Et là encore, c'est la même technique. Les têtes d'affiche dans la politique ivoirienne, c'est qui? Mais c'est Laurent Gbagbo, l'ancien président qu'on a jeté dehors, qu'on a même envoyé à la Cour pénale internationale à La Haye. Il est resté près de 8, 9 ou 10 ans à la Cour internationale de La Haye. À la fin, on a reconnu qu'il était innocent. Donc, on l'a emprisonné pour rien. Donc, il y a Gbagbo qui était blanchi et qui arrive en Côte d'Ivoire. Son challenger, son adversaire est au pouvoir et qui fait tout pour
garder sur lui une condamnation qui fait que il est disqualifié. Il y a l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Le Guillaume Soro également était avec Ouattara. Ils ont fait la guerre avec Ouattara. Et puis, au moment où il voulait se dégager un peu de la dépendance vis-à-vis de Ouattara, Ouattara l'a pas voulu. Il a jeté en exil. Et par tous les moyens, il a dû re-rentrer au pays, mais lui aussi, il a été déclassé. Mais il y a aussi un jeune banquier, Tidjane Thiam, un brillant banquier qui a dirigé beaucoup de banques en Europe en tant que tel. Et lui aussi, lui aussi, on l'a déclassé pour telle ou telle raison. Donc, l'actuel président a déclassé toutes les personnes qui pouvaient lui faire de l'ombre. Il y a Blé Goudé aussi qui a fait la présidence avec Ouattara, qui était déclassé aussi. Donc, finalement, Afinguesson, l'ancien premier ministre aussi, influent, qui était déclassé. Donc voilà, Ouattara a déclassé les 4 ou 5 grandes figures de l'opposition qui pouvaient lui faire de l'ombre. Et lui, tranquillement, il s'est présenté avec d'autres candidats sans épaisseur. Et il a fini par gagner avec des suffrages staliniens, comme on faisait dans l'ancienne Union soviétique. On va dire majoritaire, entre guillemets. Exactement. Et donc, là, on va parler aussi de la République du Congo. Là, en mars 2026, ça va être à peu près la même chose. Oui, mais au Congo, c'est la même chose. C'est la même chose. Au Congo-Brazzaville, soit dit en passé, c'est mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Mais là-bas encore, il y a un grand dictateur qui est là aussi depuis près de 42 ans au pouvoir aussi. Donc, on va vers à peu près le demi-siècle en tant que tel. C'est un dictateur effronté qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait, en fait, à la faveur de 89, la chute du mur de Berlin, pour la première fois. En 92, il y a eu une conférence nationale au Congo-Brazzaville. Et après la conférence nationale, on a fait des premières élections libres au Congo-Brazzaville, et le Congo-Brazzaville était parmi les pays qui ont fait des élections de façon magistrale. Rien à reprocher, et pour la première fois, on goûtait un peu à cette démocratie. Il fallait voir comment est-ce que les Congolais étaient contents de leur démocratie en tant que telle. Or, le Congo-Brazzaville aussi, c'est un pays stratégique aussi pour la France aussi, parce que c'est là-bas où la France va exploiter son pétrole tranquillement. Et Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir en 79, et semble être la personne que la France avait choisie pour l'ami de la France, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un petit pays de 5 millions d'habitants seulement, à l'époque moins, peut-être 3 millions d'habitants, et depuis 79, avec d'énormes potentialités de sous-sol, le Congo est devenu un des pays les plus endettés au monde et parmi les plus pauvres. Donc au Congo-Brazzaville aussi, Sassou Nguesso, qui l'élection présidentielle de 92 a ramené le professeur Pascal Lissouba au pouvoir, un généticien de renom, qui est arrivé au pouvoir, qui a voulu faire une politique, avait un programme formidable, mais la France a eu peur de ce monsieur-là. Et on a réchauffé Sassou Nguesso, qui est en exil volontaire en France. Il a préparé un coup d'État. Et puis en 1997, il a réalisé son coup d'État, et puis il a repris le pouvoir après ce coup d'État où il y a eu près de beaucoup de morts, des destructions impossibles, et ainsi de suite. Et lui aussi, depuis qu'il s'est réinstallé au pouvoir en 1997, il fait la même chose, c'est-à-dire une démocrature assez très 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 féroce. Et aujourd'hui même, en ce moment, il a pris la résolution, n'est-ce pas, d'abattre des jeunes dans les rues de Brazzaville qui sont qualifiés comme étant des Koulouna. Mais en mars, là, ça sera des élections, donc il va reprendre encore un autre mandat. Georges Goma, je veux passer tout de suite à ton point numéro 4 parce que le temps défile, puis je me dis, mais c'est tellement intéressant, puis je veux absolument parler de ça parce que tu viens de le dire, là, il va y avoir malheureusement parfois des morts pendant les élections. Ah oui, malheureusement, la répression post-électorale, punir la vérité, ça, là, c'est complètement, on dirait que c'est sorti d'un film, là. Oui, c'est ça, exactement. La répression, mais c'est ça, évidemment, c'est ça. Punir la vérité, c'est-à-dire que, d'une manière générale, souvent, c'est pourquoi on a ressorti un peu la figure du président de la Cour constitutionnelle. Et Jason, soit dit en passant, dans ces pays-là, au Congo-Brazzaville surtout, les résultats, ils vont les proclamer nuitamment, c'est-à-dire à 3h, 4h du matin. Non seulement on prend des semaines et des semaines pour dire des résultats, le temps de faire des bricolages et tout le tralala, et puis on va proclamer à 4 heures du matin. Pourquoi, d'après toi, Jason?
Ben parce que les gens dorment Parler, et les gens dorment. les médias peuvent pas en parler de Ne façon... peuvent pas en parler et surtout que les gens dorment. Les gens n'ont pas le temps de sortir dans la rue comme on voit au Cameroun en ce moment où les gens sont dans la rue, on fait des villes mortes et ainsi de suite. Donc ils prennent. Mais maintenant, ils ont toujours ce temps qui est fatidique pour eux. Le plus grand danger, c'est à quel moment on va proclamer les résultats. Et une fois qu'ils ont passé maintenant cela, le président de la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats, donc il se réinstalle dans la légalité. Maintenant, celui qui sort dehors est frappé par la loi. Par la loi, c'est-à-dire que celui qui se lève pour demander aux gens de faire ceci est frappé par la loi, et là ils ont les institutions de répression dont l'État seul a le monopole, la police, la gendarmerie, l'armée, ils mettent ça en route. C'est bien pour ça évidemment que après c'est une répression post-électorale où évidemment on punit la vérité. On punit la vérité pourquoi? Parce que la vérité des urnes est ailleurs. La vérité des urnes montre que le président en place a perdu. Ben maintenant, évidemment. Donc c'est ça. Après les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, les opposants contestataires sont arrêtés, sont effrayés, sont intimidés. D'autres sont morts parce qu'au Congo-Brazzaville, évidemment, l'élection de 2020 ou 2021 s'est soldée par la mort le jour même de l'élection présidentielle du candidat le plus en vogue qui était sur le point de gagner l'élection, Brice Parfait Kolela, qui est mort. On lui a affublé qu'il est mort de la Covid, alors qu'au fond, quand on gratte, c'est qu'on l'a simplement éliminé. Donc, évidemment, au Cameroun, en ce moment, c'est ça qui se passe. Encore déjà plus de 120 morts au Cameroun. Quand même. Georges, une question pour toi. Là. Les médias dans tout ça, là, c'est quoi leur rôle? Parce que j'imagine là, qu'ils sont obligés de mentionner là, les victoires, même si ça va pas dans leur ligne directrice. Mais ils font quoi les médias là-dedans? Mais quels médias, mon cher? Les médias dans des pays de dictature sont acquis au régime en place. Les médias indépendants n'ont pas de place dans ces régimes-là. Ils sont réprimés, ils sont oppressés, ils sont opprimés et tout ce que l'on sait. Donc les médias qui ne peuvent parler que ce sont les médias qui ont, n'est-ce pas, qui sont cotés par le régime en place. Maintenant, souvent aussi on parle de la communauté internationale. Mais la communauté internationale, comme je l'ai dit aussi, un aspect qui est quand même assez qui nous fait mal au cœur, c'est que la communauté internationale, qui est fait souvent des grands pays démocratiques, qui voient bien la circularité démocratique dans leur pays, ici au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, mais ils ne l'accordent pas pour les pays africains, pour la simple raison que, écoutez, les régimes accommodants, c'est des régimes accommodants. Les dictatures, ce sont des régimes accommodants parce que c'est avec ces régimes qu'on fait des affaires, on veut la stabilité. Oui, vous savez, les régimes, quelle stabilité? Mais une stabilité armée. Une stabilité armée, d'accord, parce que les gens ont peur, parce que le régime est un régime dictatorial qui a tous ses moyens de répression et ils en usent et en abusent. Donc la communauté internationale, dans des situations comme ça, alors qu'ils pouvaient envoyer des observateurs internationaux qui sont là dans les bureaux pour bien observer un peu ce qui se passe, mais s'ils n'en voient pas, c'est simplement une façon de donner une caution à la dictature que non, faites, et puis après on continue les affaires en tant que tel, quoi. Voilà. Mais malgré tout, il y a de l'espoir là-dedans, Georges, parce que les peuples, là, ils dorment pas, là. Ils sont pas nécessairement endormis par ces démocratures, là. Non, du tout. Les peuples souffrent beaucoup, sont des victimes de cette démocrature-là, mais ils restent éveillés parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension de la chose qui est là, qui est quand même l'émergence des médias sociaux, Jason. Oui, avant, c'était la censure par excellence, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Les dictatures, c'était des boucheries humaines à ciel ouvert où personne ne parlait, l'information ne circulait pas. C'était des enclos. Des enclos, c'est des enclos. Mais maintenant, avec les médias sociaux, tout se sait presque en temps réel. J'enlève presque en temps réel. Parce que une fois, comme je te l'ai dit tantôt, après, une fois qu'on a décompté là, dans les bureaux de vote, les résultats, tac, avec une prise de vue, tout de suite, vous prenez la photo et tout de suite vous envoyez sur les médias. Tout le monde est au courant. Donc aussi, il faut savoir que aussi, ces régimes-là, qui sont dans des pays qui sont potentiellement riches, qui sont en réalité riches, mais dont les gens qui sont au pouvoir dilapident l'argent de façon décomplexée,
Voilà, ils vont planquer cet argent des milliards et des milliards, n'est-ce pas, à l'étranger. C'est là aussi je dis que non, mais les pays de grande démocratie, les pays occidentaux aussi, ils savent très bien les circuits de l'économie, un peu comment cet argent frauduleux là passe ici au Québec. Là, il y a un journaliste du Journal de Montréal qui avait fait une enquête sur l'investissement dans l'immobilier des responsables politiques en Afrique et leurs familles. Ici, Hugo Janka, pour ne pas le nommer, il va m'entendre puisqu'on a parlé avec lui, c'est lui qui a fait cette enquête-là. Il y a des circuits d'évaporation d'argent qui sont là, qui sont connus, mais on laisse faire. C'est pourquoi nous autres aussi qui parlons pour l'Afrique, on se dit déjà, mais attendez, la démocratie c'est quand même une valeur universelle. Plus les pays africains sont démocrates, plus on va vers des bonnes affaires, quand même, puisque tout se fait dans la clarté, c'est quand même assez facile de comprendre. Ce qui fait que souvent, nous qui parlons un peu, qui défendons un peu cette démocratie en Afrique, parfois aussi, on est quand même aussi, on nous dit, mais faites attention parce que vous parlez des choses qui sont ceci, mais non, mais des choses qui sont comme ça. Mais ce qu'on demande, c'est la démocratie tout simplement, qui est une valeur universelle. Et les peuples le savent très bien, là, aussi. Les peuples le savent très bien, mais les peuples aussi, c'est-à-dire que la question que tu as posée, en fait, mais ils écoutent. Il y a aussi la génération, la fameuse génération Z. La fameuse génération Z, des jeunes qui sont nés en 95 et qui aujourd'hui qui manipulent un peu le numérique comme pas possible. Tu as vu ce qui s'est passé au Népal. Le Népal, c'était violent, hein. Tu vois ce qui s'est passé, c'est des jeunes qui ont foutu un régime kleptocratique, dictatorial à souhait, qui est comme au Congo-Brazzaville, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire. Mais on a foutu le feu au Parlement et cette génération. Ça s'est passé à Madagascar il y a pas longtemps aussi. Le président de Malgache aussi a fui parce que cette génération Z est sortie. Donc ça se passe un peu partout. Donc il y a ces jeunes-là aussi. Jason, ce qu'il faut savoir, ces jeunes ont leur bouche, leur avenir. C'est ça le problème. Le système éducatif n'est pas performant, les jeunes n'ont pas d'emploi, et puis voilà, les jeunes sont dans l'oisiveté, sont déscolarisés, et les jeunes qui deviennent parfois aussi quand même des brigands, parce que malgré tout, ils sont obligés de vivre des larcins, d'une certaine forme de criminalité en tant que tel. Donc les jeunes, malgré tout, il arrive des moments où ils se disent, mais on n'a plus rien à perdre là. On n'a plus rien à perdre. Et ils sortent dans la rue. Quand on voit au Cameroun en ce moment, c'est beaucoup de jeunes parce qu'ils pensent à leur avenir. Donc on est face à des systèmes qui sont très difficiles. Des systèmes qui ne pensent même pas à l'avenir des jeunes générations et qui sont là, qui s'installent au pouvoir. Difficile, mais très fragile, de plus en plus fragile, j'ai envie de dire, justement avec les jeunes dont tu parlais, là, qui sortent dans les rues, qui manifestent. Là. C'est des fausses démocraties qui vont s'en venir vers leur fin à un moment donné. Ben oui, mais c'est ça qu'on espère. On espère, en tout cas, Jason, que, surtout au Cameroun, on va voir un peu vraiment, parce que le Cameroun, c'est vraiment un cas d'école, là. Hein? C'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on va voir comment ça va se terminer, parce que le régime de Paul Biya s'est réinstallé, le président il menace les gens, à Tanganji, qui est le premier ministre de l'Intérieur, en train de menacer tout le monde. Donc voilà, il y a cette confrontation. Les jeunes ne se laissent pas faire. Et puis c'est pas unanimement, en fait, les manifestations sont inégalement réparties sur la surface du territoire. À Douala, par exemple, ça chauffe. Dans le nord, ça chauffe également, mais à Yaoundé, par exemple, là où la capitale, c'est un peu plus calme. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font déjà. Il y a déjà un coût énorme en humain qui est plus de 120, ce que j'ai entendu ce matin, plus de 120 personnes qui sont tuées. C'est quand même pas peu. Et l'autre affaire qui fait peur aussi, c'est un peu le réveil un peu des appartenances ethniques. C'est-à-dire que les gens raisonnent tout simplement parce que le président est de telle ethnie et donc toutes les personnes de cette ethnie doivent soutenir le président. Donc finalement, on regarde pas que le bonheur serait quand même pour le respect des principes démocratiques qui vont donner à l'Afrique, n'est-ce pas, une belle circularité des élites politiques. Parce que quand il y a une belle circularité des élites politiques, personne n'a peur. J'ai fait mon mandat, je n'ai pas été réélu, je me mets à côté et puis je laisse l'autre. Et puis je peux revenir aussi. Voilà. Donc en Afrique quand même, on cherche à atteindre un peu ce niveau-là, Jason, où évidemment l'espace politique est quand même civilisé,
un peu, on peut le dire de cette manière-là, où évidemment tu perds, tu te mets à côté, tu restes un acteur dans la vie politique puisque tu rentres dans l'opposition, et laisser la possibilité aux autres aussi. Il y a d'autres qui se lèvent pour dire, ah ben voilà, j'ai fait ça, alors moi, je vais continuer parce que je fais bien. Mais non, les autres aussi ont la capacité de faire bien. Tu n'es pas le Dieu tout-puissant, les autres peuvent faire nettement mieux. Et puis si tu as fait bien, c'est une bonne chose, mais il faut laisser la chance aux autres aussi de le faire. Exactement. Donc, il y a de l'espoir malgré tout dans ces fausses démocraties, dans ces démocratures-là. Et nous sommes dans une période de transition démocratique qui peut prendre le temps que ça prend, mais ça va finir par se tasser dans le sens positif du terme. Exactement. Georges Goman, merci beaucoup. C'était hyper intéressant, passionnant, c'est fabuleux de t'entendre parler. Merci beaucoup, Georges. Au retour, on parle littérature avec Elisabeth Laure.